France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Christelle Rebière. Et pour commencer l'année, on a décidé de vous faire vibrer devant des tableaux. C'est un défi quand on fait de la radio. Et pourtant, c'est exactement ce que cherchait le génie de l'abstraction américaine Mark Rothko. Et comme une exposition majeure de ses œuvres se tient en ce moment à la Fondation Vuitton à Paris jusqu'au 2 avril, eh bien, c'est l'occasion de vous emmener en visite sonore et sensorielle. Bonjour Suzanne Paget. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Fondation Vuitton. Vous êtes la directrice artistique de la Fondation et c'est vous qui avez réussi, avec la collaboration de Christopher Rothko, le fils de Mark Rothko, à réunir ici 115 œuvres, ce qui est absolument colossal. Alors, on a voulu commencer, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Mark Rothko, par sans doute un des tableaux les plus emblématiques qui représente le mieux ce qu'il fait. Donc c'est vous qui l'avez choisi. Présentez-nous le tableau devant lequel on est, Suzanne Paget. Oui, alors je vais tout dire. On est au tournant des années 50 et on arrive à la période dite classique. Alors la période dite classique de chez Rothko, c'est au fond un champ chromatique qui unit 3 rectangles, plus ou moins rectangles, superposés et avec des bords indéfinis, des touches multiples, tout reste très mouvant, une taille tout d'un coup qui est très grande, c'est-à-dire c'est une toile dans laquelle on s'immerge déjà, on regarde le tableau mais on est déjà dedans, et une subtilité dans les coloris qu'on n'imagine pas, avec des infiltrations entre les différents secteurs. Rothko, personne ne l'a vu peindre. Personne. Même sa fille l'a pas vu. Personne ne savait. Il a fait des mélanges très étonnants avec les pigments de commerce, en mélangeant avec toutes sortes il avait des recettes à lui, mélanger les recettes très traditionnelles, les œufs, etc., des additifs multiples. Personne ne sait. Et ça, il a jamais voulu que personne ne le voie peindre. Donc voilà, on voit bien on n'arrive pas à déterminer, c'est évidemment un grand rectangle orangé. Oui. Tout le fond du tableau est fédéré par une couleur encre. Alors, ce premier rectangle en haut, orangé, est mêlé par l'infiltration un peu de cet ocre qui lui-même diffuse dans la bande noire qu'on voit en dessous. On voit bien qu'elle est traversée par cet ocre, qui infuse aussi l'effet de brume ou de nuage qu'on voit dans la partie basse, qui est blanc, mais si on regarde de près, il y a aussi un peu de rose. Quand on regarde de très près, on voit qu'il y a plein de tons, de valeurs, avec une vraie mobilité des touches, une touche atmosphérique. On n'arrive pas à dire comment c'est. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs touches, mais ça reste très transparent. Vous, quand vous voyez ce tableau, Suzanne Paget, qu'est-ce que vous ressentez ? Mais écoutez, je vais vous dire, je ressens, devant toutes les œuvres de Rothko, je ressens quelque chose dans les yeux, je ressens dans le cœur, je ressens dans la tête. Mais c'est surtout quelque chose qui est d'abord, je trouve, et dans toute cette salle, très délectable. C'est-à-dire, c'est une peinture qui est sensuellement très agréable à regarder et on l'éprouve très profondément. Rothko disait, une peinture n'est pas la représentation d'une expérience, c'est l'expérience même. C'est vraiment de cette façon qu'il faut aborder son œuvre, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Mais c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, oui, en effet. Il dit aussi que ces tableaux sont des drames. Les drames doivent être vécus et ils doivent être vécus comme une aventure dans un espace inconnu. Et c'est tout à fait ça. Mais ce qui est magnifique d'ailleurs dans cette peinture, c'est dire c'est un échange. Sans le spectateur, l'œuvre n'existe pas. Et c'est une peinture, on voit bien, c'est quelque chose de très vibrant. Et évidemment, ça atteint d'abord l'essence, incontestablement. Mais on voit bien qu'on est captif, on s'en sort pas si bien. Et très souvent, il l'avait constaté lui-même, les gens restent. Et puis, quelquefois, les larmes viennent. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très paradoxal, mais parce qu'au fond, il l'a dit lui-même, c'est-à-dire, c'est d'une certaine façon très jouissif,
Et en même temps, ça crée un manque, par une espèce d'excès, peut-être de beauté aussi. Et donc, on est mis dans un état de très grande sensibilité. Il change notre état en tant que spectateur. Je vous propose, Suzanne Paget, qu'on continue cette visite ici à la Fondation Vuitton. On va repartir plutôt vers le début de sa vie pour comprendre un petit peu d'où il est parti, puisqu'il est parti de quelque chose de plus figuratif pour arriver à cette abstraction absolue qui vient sensoriellement nous chercher. On y va ? Suzanne Paget, là on est arrivé dans la première salle en fait de l'exposition qui est tout en bas de la Fondation Vuitton. J'aimerais bien qu'on aille vers son autoportrait parce que je crois que ça nous raconte beaucoup de choses sur lui. Voilà. Donc je vais vous demander encore une fois de nous décrire cet autoportrait de Marc Rothko. Oui, alors c'est le seul qui existe, il est de 36, silhouette assez massif. Donc il a 33 ans à cet âge-là. Voilà, il est né en 33 ans. C'est le moment où il commence à exposer, modestement, mais il commence à exposer. Il faisait partie d'un groupe d'artistes et donc ça n'était pas un inconnu, c'était pas les tout débuts. Et là, ce qui frappe tout de même, c'est quand même, pour un peintre, il n'y a pas de palette. Souvent, les portraits de peintres, il y a une palette, il y a les mains croisées et puis le regard complètement aveuglé. Oui, alors, décrivez-nous son regard. Oui, alors il a un regard qu'on ne peut pas décrire puisque c'est sous des lunettes sombres. Et en effet, on ne devine rien du regard de l'artiste. C'est comme s'il se refusait à donner l'homme pour se préserver une vision complètement intérieure. Ce qu'on voit dans cette salle, c'est toutes ces inspirations du début. On voit en fait comment il se cherche et il est inspiré par le figuratif, par la mythologie, par le surréalisme. Il passe par toutes ces phases-là, Suzanne Paget. Il a toujours été, même s'il est un peintre tout à fait abstrait, très présent au monde. Et le monde qui est derrière ces tableaux, ce sont les années 30, les années de crise. Ça, il les a vécues à New York et il a fait notamment, c'est très sensible dans une série de toiles qui fait sur le métro. Oui. Le métro de New York. Le métro New York, le métro, le train, ce sont des thèmes qui ont beaucoup inspiré beaucoup d'artistes. Si on pense à Manet, c'est très vivant, c'est la découverte de la modernité, tout ça. Bon, là, dans ces différents tableaux, on voit quoi ? On voit pas de train. Non. On voit pas de publicité. On voit rien de vivant. On voit des êtres qui sont totalement isolés, qui n'ont pas de corps, pratiquement très éthérés, un peu d'ailleurs à la Giacometti déjà, pas de visage, ils sont complètement anonymes et ils sont comme coincés dans ce qui est très prégnant par contre, c'est un espace vide et des architectures, des éléments architecturaux qui structurent l'espace. Dans toute sa peinture, l'espace est prioritaire. Mais là déjà, on voit que c'est l'élément dominant. Mais l'être humain est complètement coincé, comme interdit. On continue notre promenade. S'il y a un tableau, celui à gauche. Et là, Suzanne Paget, donc, on est devant un tableau qui est d'ailleurs exposé au MoMA, qui est une espèce de transition. C'est-à-dire là, il commence à trouver vraiment son style. Oui, en effet. Vous voyez, à un moment X, on a vu les tableaux avant, il reste le dessin, des cadres, des titres. Il y a pratiquement plus de titres, abandonné les titres, et on voit que peu à peu... Pourquoi il a abandonné les titres d'ailleurs ? Parce qu'il y a plus que des numéros à un moment. Il y a plus que des numéros. Ça a été d'ailleurs l'influence de Clifford Steele. Mais tout d'un coup, parce que le contenu est devenu complètement abstrait. On peut pas dire métro, parce qu'il n'y a plus rien de figuratif. En effet, c'est d'un autre niveau. Alors là, ce tableau qui en effet est sorti exceptionnellement du MoMA, on voit la transition. Qu'est-ce qu'on voit ? Il y a un fond, j'allais dire, dans les jaunes, jaune-vert. Donc on voit un rectangle très orangé en bas, une bande rouge qui est très prégnante, puis quelque chose, une surface qui n'est pas vraiment un rectangle jaune plus pâle au-dessus, et une bande, vous voyez, un mélange d'un peu de gris et de jaune. Et ce qui est frappant ici, c'est qu'il y a encore un élément de référence au réel. On peut y voir comme un effet de paysage dans les striures au milieu de la bande rouge. C'est-à-dire, on peut y voir un effet de paysage. Donc, on n'est pas encore dans l'abstraction totale. On va désormais vers l'abstraction.
On parlait tout à l'heure de ce plaisir sensuel à regarder dans un premier temps les tableaux, les couleurs, etc. Il refusait d'ailleurs d'être reconnu comme coloriste. Il disait qu'il ne cherchait pas du tout la couleur, il avait très peur de l'effet décoratif et dit « je cherche la lumière ». Et vous verrez que c'est de plus en plus vrai, plus les tableaux sont, plus c'est évident. Mais surtout, il voulait dire qu'il fallait aller jusqu'au fond de ce que dit cette couleur. Et il dit « mes peintures ne sont pas du tout sereines », il le dit lui-même. « Sachez que j'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de mon travail. » Et ailleurs, il parle de tragédie, il parle de déchirure et de drame. Donc, on n'est pas du tout dans un effet délectable de peinture abstraite, j'allais dire normale. Est-ce que c'est pas un paradoxe, Rothko ? C'est-à-dire qu'il est connu du grand public pour sa couleur, en fait. Oui, sauf le grand public comprend parfaitement qu'il s'agit d'autre chose. Toute l'œuvre est paradoxale. Comment une œuvre qui est totalement abstraite peut avoir un vrai contenu, et un contenu qui la rend très nécessaire à tout être humain aujourd'hui. Parler aujourd'hui de la condition humaine, parce que c'est de ça, ce n'est pas une vue de mon esprit, tout le monde le ressent, et vous allez voir dans le déploiement. Il s'agit d'un contenu, j'allais dire, vital pour tout être humain. Je vais vous dire même, il faut que tout être humain puisse voir une exposition Rothko. Mais oui, c'est fondamental. C'est qu'on s'assied et qu'on se pose des questions fondamentales d'où je viens, où je vais. On continue, oui. Nous on va vers la salle des rectangles ou on va vers une autre ? On va vers la dernière ? Oui, ça marche. Alors ici, il y a un phénomène très intéressant qu'on a observé, c'est qu'on n'entend plus rien. Les gens, à partir d'ici, ça frappe tout le monde, c'est comme dans une église, les gens se taisent. Alors ici les couleurs sont plus sombres, le contraste des couleurs est beaucoup plus atténué, c'est dans les rouges, les marrons, c'est très dense. Ici, vous ne vous en rendez pas compte, la lumière est très très basse. Ah oui. Il y a infiniment peu de luxe, infiniment, comme pour un cabinet de dessin. Mais plus on baisse la lumière, mieux on voit les tableaux. À telle enseigne que quand il a fait son exposition au MoMA en 1961, il fait son exposition, puis le conservateur, il trouvait quand même qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. À chaque fois, il remontait la lumière et Rothko descendait la lumière. Et je peux vous dire, pour avoir fait l'expérience personnelle, parce que quand les tableaux arrivent, on les met en pleine lumière, ne serait-ce que pour examiner leur état. Au fond, vous ne voyez rien. Tandis que là, avec très très peu de lumière, il y a 26 lux, on ne met jamais ça dans une salle, dans une exposition de peinture. Et vous voyez merveilleusement les violacés, les marrons, les rouges, etc. Mais vous voyez, les teintes se sont assemblées, densifiées, mais on est dans un autre monde déjà. On a beaucoup évolué. Dans cette rétrospective Rothko à la Fondation Vuitton où nous sommes, donc il y a 14 œuvres qui manquent à l'appel. C'est 14 tableaux qui sont installés depuis 52 ans maintenant à Houston au Texas dans la chapelle Rothko. C'est un lieu qui est à la fois une installation, un lieu d'introspection, un espace connecté militant aussi en faveur des droits de l'homme, des droits LGBT, des droits civiques, parce qu'il était militant, Marc Rothko. Le reste, c'est Thomas Harms qui nous le raconte. Un bâtiment de stuc rose et gris. Vu du ciel, il ressemble à une petite croix. À l'intérieur, une fois dépassé l'antichambre où sont disposés les 12 livres sacrés des religions du monde, la lumière du soleil illumine 14 toiles sombres et monumentales accrochées sur les 8 pans des murs. Pour Steve Moskowitz, qui reçoit sa famille, la chapelle est un passage obligé quand on vient à Houston. C'est très puissant, relaxant et propice à la méditation. C'est beaucoup de choses à la fois. Il suffit de prendre son temps, de se distancier de ce qui se passe.
de se recentrer et de penser à la détresse de Rothko lorsqu'il a peint ses œuvres. C'est un endroit exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme celui-ci où les gens se donnent le temps de vivre une expérience aussi intense. Anna Marine a, elle, traversé l'océan Atlantique depuis Saragosse en Espagne, rien que pour voir cette chapelle. Elle a passé une demi-heure à méditer, non pas sur un des 9 bancs en bois brut, mais assise en tailleur sur un des 3 coussins posés au sol. En fermant les yeux, je vois les mêmes couleurs que celles peintes par Rothko. Alors j'ai eu un déclic. J'ai compris ce qu'il voulait montrer. C'est un lieu propice à la méditation parce qu'il permet de ressentir l'instant présent, pas le passé ni le futur. Il permet d'être dans le moment et c'est parfait. C'est un lieu incroyable, je trouve. À l'origine de la chapelle Rothko, une commande de Dominique et Jean de Ménil, dont la famille a fait fortune dans le pétrole. Le couple français, philanthrope, mécène et fervent catholique, voulait un espace spirituel contemporain voué à la tolérance religieuse, mais aussi un espace engagé comme eux. D'ailleurs, en quittant la chapelle, chaque visiteur voit une sculpture, un hommage à Martin Luther King, une obélisque inversée, brisée, reposant dans un bassin qui reflète son image. David Leslie est le directeur de la chapelle Rothko. Cette œuvre d'art a sa propre histoire, car elle a été achetée à l'origine par les de Ménil pour être offerte à la ville de Houston. Ils avaient juste une exigence, qu'elle soit dédiée à la permanence de l'héritage du révérend docteur Martin Luther King Jr., qui venait d'être assassiné. La ville a refusé le don, estimant que le sujet était trop controversé. Les de Ménil ont donc dit « Très bien, nous allons le reprendre ». Et il y a une articulation très intéressante quand vous sortez de la chapelle entre ce moment de quête intérieure et face à cet obélisque brisé, ce qu'est la justice. Quel est votre rôle, quel est notre rôle en tant que communauté dans la poursuite de cette lutte pour l'équité, pour la justice, pour la paix, pour la raison? Un engagement qui se poursuit 52 ans plus tard. Dès son inauguration en 1971, il est clair que la chapelle Rothko était grande ouverte. Il y avait des représentants du Vatican, de la communauté musulmane, de la communauté juive, et tous se rassemblaient ici. Aujourd'hui, je pense que c'est toujours le cas, mais qu'il faut le proclamer. On doit le crier haut et fort. Nous nous opposons au racisme. Nous défendons les droits des LGBTQ+. Nous soutenons les personnes qui vivent dans cette ville, quelle que soit la façon dont elles sont arrivées ici et qu'elles aient ou non un titre de séjour. La chapelle Rothko reçoit plus de 100 000 visiteurs chaque année et chaque mois, ils sont organisés des événements spirituels, artistiques ou autour de la défense des droits de l'homme. Suzanne Paget, c'est son ultime chef-d'œuvre, cette chapelle, la chapelle Rothko à Houston. C'est un peu sa chapelle Sixtine. Hein. Vous présentez d'ailleurs dans l'exposition une maquette de cet endroit. C'était, on l'a dit, un intellectuel engagé. Il avait aussi une grande spiritualité. Est-ce que c'était une façon d'aller au bout de son engagement, cette chapelle? C'est lui qui l'a dit. Il a remercié Dominique de Ménil, qui était la commanditaire, d'être allé jusqu'au bout, là où il ne pensait jamais pouvoir aller. C'est très très profond ce qu'il dit là. C'est-à-dire au-delà. Rien. Et du coup, il nous emmène aussi vers l'introspection, nous, les spectateurs. Au fond, son but est atteint. Mais quand on est dans cette chapelle, on rentre, on voit rien dans un premier temps, parce que les tableaux sont très très sombres, de plus en plus sombres. On rentre et on ne peut plus en sortir. On reste captif. Moi, ça m'est arrivé. On reste et on reste encore. Et on ne peut pas sortir. Mais ça arrive à tout le monde. On reste. Puis au bout de quelques temps, quand même, on va la respirer. Donc on sort. Puis on revient. Et quand on revient, on comprend pourquoi on est resté. Quelque chose de très profond, de soi à soi. C'est pas dans ma tête, c'est éprouvé par tout un chacun. Je souhaite que tout un chacun puisse faire cette expérience. C'est quelque chose de très profond. Il savait qu'il avait atteint ça. Son fils, Christopher Rothko, avec qui vous avez monté cette exposition exceptionnelle, faut le dire, dit que ces tableaux parlent une langue universelle qui n'a pas besoin d'explication. Au fond, c'est ça, l'essence même de son œuvre. Mais c'est tout à fait ça. La langue universelle, c'est ça. Les émotions humaines fondamentales. Et quand même, je dis la condition humaine. La condition humaine, le drame humain, c'est en effet
d'être mortel. C'est-à-dire, c'est ne jamais oublier qu'on est mortel. Vous savez, il y a des moines qui disent ça très bien. Ils se croisent, ils disent, frère, il faut mourir. Ils sont de plus en plus sereins. Merci Suzanne Paget de nous avoir reçus à la Fondation Louis Vuitton. L'exposition Rothko dure jusqu'au 2 avril prochain et je précise, vous avez aussi signé le catalogue avec Christopher Rothko. Merci. Merci beaucoup à vous. J'espère que beaucoup de gens pourront éprouver cette exposition. Le 18-20, Christelle Rebière sur France Inter. Et pour vous accompagner jusqu'à 19h, la bande de ce 1er janvier, Corinne Audouin sous les radars. On va chanter For Old Lang Syne, My Dear. C'est la chanson que chantent tous les anglophones pour le Nouvel An. Mais personne ne sait ce que ça veut dire, donc on va vous expliquer. J'espère bien, parce que j'y comprends rien pour l'instant. C'est de l'écossais. D'accord, c'est normal. Donc Le Monde à 18h50, retour sur les vœux des chefs d'État avec vous, Christian Chesneau, bonsoir. Bonsoir, oui, des messages du Nouvel An, souvent guerriers et inquiétants de la part de certains dirigeants de la planète. Et la bande originale du Monde nous emmène au Mexique. Bonsoir Cyril Sauvageau. Bonsoir, à la découverte d'une nouvelle scène qui fait scandale. Ce sont des chansons à la gloire des narcotrafiquants entre hip-hop et musique mexicaine. A tout de suite, on continue notre tour de la planète avec un arrêt dans l'Arkansas avec le groupe de rock indépendant Gossip. Voici Crazy Again. Situations occur when romance is a blur. It happens all the time. Send me a savior. So spare me the words that I've already heard over 1,000 times. Did I fall out of favor? 'Cause you know what I'm like. 'Cause you know what I'm like. And I might go crazy. Crazy over you. And I might go crazy. Crazy over you again. Obligation is such that it ruins the crush. It happens all the time. Send me an angel. 'Cause you know what I'm like. 'Cause you know what I'm like. And I might go crazy. Crazy over you. And I might go crazy. Crazy over you again. Don't invite me home. I'm fragile at the moment, heart of glass. I'd rather be alone than spend nights awake, wondering, looking back. 'Cause you know what I'm like. 'Cause you know what I'm like. And I might go crazy. Crazy over you. And I might go crazy. Crazy over you again. C'était Gossip Crazy Again, 18h42 sur Inter. C'est l'heure de Sous les radars avec Corinne Audouin.
prolonge un peu le réveillon à Londres, Corinne, où hier soir à minuit, on a chanté Auld Lang Syne, c'est ça? Il n'y avait pas que du coca qui coulait dans les bières, dans les verres, un peu de Guinness sans doute aussi. Alors plus ou moins faux, plus ou moins en rythme, avec pas mal de la dès la deuxième strophe, car cette vieille chanson écossaise est devenue l'hymne de la nouvelle année dans la plupart des pays anglophones, mais les choristes d'un soir ne connaissent souvent que la première strophe. Alors le journal britannique The Independent s'est penché sur le sujet, et au départ c'est un poème écossais, écrit en 1788 par un certain Robert Burns, un poème issu de la tradition orale For Auld Lang Syne, c'est du Scots, et ça veut dire en gros au nom du bon vieux temps. Alors à noter qu'en français on chante sur cet air, ce n'est qu'un au revoir. Oui. Voilà. Alors l'idée c'était de préserver la culture écossaise après l'annexion de l'Écosse par le Royaume-Uni en 1707, un chant plutôt nostalgique, devenu un hymne à la nouvelle année et à la gentillesse que je proclame, vertu 2024, voilà, la gentillesse. Car comme le dit le refrain dans sa version anglaise, We'll take a cup of kindness yet for Auld Lang Syne, on boira le verre de l'amitié au nom du bon vieux temps. James Bond. James Bond. See reflections on the water. Lui aussi, c'est un symbole de l'Angleterre. James Bond, ici Pierce Brosnan dans GoldenEye. Eh bien, l'acteur a été verbalisé pour avoir marché hors des sentiers battus. Voilà, un comble pour un agent secret. Ça se passe dans le parc de Yellowstone en Californie. Début novembre, l'acteur américain d'origine irlandaise est dans la région pour tourner un western. Il va se promener dans le parc connu pour ses geysers et ses sources d'eau chaude, très chaude, hors des sentiers balisés, ce qui est strictement interdit. Verbalisé, Pierce Brosnan devra se présenter au tribunal le 23 janvier. Il encourt une amende. Pour la petite histoire, les gardes forestiers ont récemment retrouvé un morceau de pied humain dans une des sources d'eau chaude, très chaude du parc. Alors pour l'ex-agent 007, heureusement ce jour-là, c'était Die Another Day. Le sous-commandant Marcos, le guerrier remasqué qui depuis 7 ans lutte contre la misère dans laquelle vivent les Indiens. Il est bon que vous sachiez, vous qui détenez le pouvoir, que les habitudes du passé sont bien révolues. Nous n'écouterons plus vos insultes. On termine par le Mexique, dans la région du Chiapas, qui célèbre aujourd'hui le 30e anniversaire de l'insurrection zapatiste. Alors j'ai amené un accessoire. Une cagoule. Une cagoule, ça vous dit quelque chose? Évidemment, la cagoule du sous-commandant Marcos. On se souvient, c'était le porte-parole de l'armée zapatiste. Donc son passe-montagne et sa pipe iconique. Alors souvenez-vous, c'était le 1er janvier 94, à minuit 30. L'armée zapatiste de libération nationale prend d'assaut la mairie de San Cristobal de las Casas. L'attaque et la riposte militaire de l'armée mexicaine fait plusieurs dizaines de morts. Mais l'insurrection s'installe dans la durée. Le mouvement est né des accords de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique qui menaçaient de priver les indigènes de cette région très pauvre de toute ressource, portés par le verbe poétique du sous-commandante Marcos. On a appris ensuite que c'était un ancien professeur de lettres et de philosophie. Eh bien, c'est le premier acte du mouvement altermondialiste. On vient du monde entier. José Bové, Daniel Mitterrand, dans les forêts du Chiapas, participer à des conférences intergalactiques autour de l'utopie zapatiste. Pain, c'est pas facile à dire, zapatiste. Pain, santé, éducation, autonomie et paix. En 96, un accord signé avec le gouvernement mexicain reconnaît le droit à l'autonomie des peuples indigènes. Et ce matin, quelques centaines de sympathisants ont rejoint le Chiapas pour célébrer cet anniversaire. Durante este tiempo creo que ha sido importante toda la lucha. Montserrat Roras, qui est une de ses sympathisantes, explique que la lutte de l'armée zapatiste a été importante pour le Mexique et pour le monde entier parce qu'elle montre qu'un autre monde est possible. Alors 30 ans après, le Chiapas est sous la coupe du crime organisé. Les deux principaux cartels mexicains se disputent la région. Marcos a raccroché sa cagoule. Les zapatistes ont annoncé la fin des municipalités autonomes rebelles et la fermeture de leurs centres culturels. Mais désormais, le sujet des cultures indigènes fait partie du débat public au Mexique et l'utopie zapatiste a semé quelques graines d'espoir dans les esprits. Et comme dirait Alain Souchon, c'est déjà ça. Et le Mexique, on y retournera. Merci Corinne. Dans la bande originale du Monde, dans quelques minutes, on part pour l'instant vers les Nuits Rouges de Harlem, une des plus belles intros de la soul funk américaine des années 70. Isaac Hayes avec Shaft, Shaft, évidemment.
That's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat chef is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Sharon? Then we can dig it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Jack. Christelle Rebière, le 18-20. Le Monde à 18h50. 2023 s'est achevé dans les bruits de la guerre à Gaza et en Ukraine, et les vœux pour 2024 des grands dirigeants de ce monde sont plus martiaux que jamais. Le vocable réarmement, utilisé plusieurs fois dans son adresse aux Français par Emmanuel Macron pour les domaines de la défense, de l'économie et des services publics, fait écho aux discours belliqueux qui se multiplient, Christian. Oui, Christelle, le verbe réarmer n'a jamais été aussi à la mode. En ce premier jour de l'année, il faut montrer ses muscles. Tout le monde semble sur le pied de guerre. Le système de régulation des relations internationales incarné par les Nations Unies depuis 1945 est au plus mal sur tous les continents, comme à bout de souffle, dépassé par les événements. Dernier exemple en date, hier, les casques bleus de l'ONU, de la MINUSMA, venus en force de stabilisation au Sahel, ont dû quitter le Mali à la demande de la junte au pouvoir à Bamako après 10 ans de présence dans le pays. Et forcément, devant cet effacement onusien, eh bien, les rhétoriques belliqueuses ne peuvent que se propager comme des vases communicants. Et c'est ce qu'on a pu constater dans les vœux de plusieurs chefs d'État. Oui, à commencer par ceux du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Celui-ci vient d'annoncer de nouvelles menaces de frappe nucléaire contre Séoul et ordonner l'accélération de préparatifs militaires en vue d'une guerre pouvant être déclenchés à tout moment, selon ses mots. Alors, ce n'est pas la première fois que le dictateur nord-coréen a recours à ce type de diatribe enflammée, mais ce discours agressif intervient au moment de grandes tensions en Asie, notamment liées aux ambitions régionales de Pékin. Dans son discours du Nouvel An, le président Xi Jinping a déclaré que la Chine serait sûrement réunifiée. Alors, il n'a pas dit quand, mais il a expliqué que tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par un but commun et partagé, la gloire du renouveau de la nation chinoise. Fin de citation. En plus de ces revendications sur Taïwan, Pékin multiplie les incidents maritimes avec les Philippines au sujet d'îles contestées en mer méridionale de Chine. Depuis Moscou, Vladimir Poutine, lui, a martelé dans son adresse pour la nouvelle année que la Russie ne reculerait jamais et promis une Russie plus forte que jamais en 2024. Un message dit indirectement envoyé à Volodymyr Zelensky, mais reçu 5 sur 5. Le président ukrainien a juré de ravager, selon son expression, l'armée russe en Ukraine en 2024. Et dans la guerre à Gaza, là aussi, le mot paix semble avoir été oublié. Oui, la guerre entre Israël et le Hamas dans l'enclave palestinienne se poursuivra tout au long de 2024. C'est ce qu'a fait savoir un porte-parole de l'armée de l'État hébreu dans un message aux troupes pour le Nouvel An. Les militaires israéliens se préparent à un combat prolongé. De son côté, le Hamas a tiré des roquettes sur Tel Aviv pendant la nuit de la Saint-Sylvestre pour montrer qu'il n'avait pas été anéanti. Mais au-delà de la situation sécuritaire sur le terrain, certaines déclarations de responsables israéliens sont particulièrement inquiétantes et provocantes. Le ministre des Finances a préconisé hier la recolonisation de la bande de Gaza par des colons juifs et l'expulsion des Palestiniens en dehors de l'enclave, c'est-à-dire vers l'Égypte. Autant dire, Christelle, que 2024 ne s'annonce pas sous les auspices les plus pacifiques. Et on va quand même essayer d'y croire. Merci Christian. France Inter. Le 18-20.
La bande originale du Monde, c'est tous les lundis avec Cyril Sauvageau. Ce soir, Cyril, direction le Mexique, donc on y retourne. Ce pays miné par le trafic de drogue et la criminalité. La scène musicale n'est pas épargnée. Une nouvelle génération de chanteurs en a même fait son fonds de commerce. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle Peso Pluma, comme Poids Plume, un jeune rappeur venu de Guadalajara. Son style, un mix de hip-hop et de sonorités traditionnelles mexicaines avec guitare et trompette de rigueur, mais ce sont surtout ses textes à la gloire des cartels qui défraient la chronique. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno da para arriba de muy buena calidad. Los teléfonos no paran nunca de sonar. Si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más. Des vidéos de Peso Pluma le montrent en concert à Mexico et là ça rigole moins, on le voit en tenue de tueur à gages avec cagoule sur la tête face à son public en délire. Ce nouveau sous-genre musical baptisé Corridos Tumbados est en train de casser la baraque au Mexique. D'autres jeunes artistes comme Banda MS ou Nathanael Cano se réclament de la même mouvance et commencent à s'exporter aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine. Le phénomène n'est pas nouveau, Cyril, puisqu'il y a au Mexique toute une tradition de chansons de narcotrafiquants. On les appelle les narco-corridos. C'est des ballades sur fond de musique traditionnelle qui racontent le quotidien violent du monde de la drogue. Ces chansons semi-illégales ont connu un immense succès au Mexique ces 20 dernières années. La série télé Narcos en utilise plusieurs en guise de bande-son. Certaines sont devenues des tubes, comme celle-ci avec son clip qui met en scène des véritables criminels d'un groupe mafieux. À la clé, plus de 50 millions de vues sur YouTube. Llamada privada se activan los altos niveles de los aceleres de torturaciones, balas y explosiones para controlar. La gente se asusta y nunca se pregunta. C'est dansant et festif. Mais ça a l'air totalement inoffensif comme ça. Exactement. Et pourtant, le discours est extrêmement dur, extrêmement sombre. Cette nouvelle génération, elle modernise, elle remet au goût du jour un genre qui était déjà florissant. Et ces jeunes chanteurs, ils disent qu'ils ne font que documenter une réalité, que leur musique est certes violente, mais qu'elle est à l'image de la société mexicaine. Difficile de leur donner tort dans ce pays où la guerre contre la drogue a déjà fait plus de 150 000 morts. Mais ce qui inquiète les autorités, finalement, c'est l'ampleur du succès de cette musique, notamment auprès des plus jeunes. D'où la volonté de plusieurs États mexicains d'interdire les corridos tumbados. Certains artistes comme Grupo Firme qu'on entend ici ont dû annuler des concerts prévus dans les villes de Tijuana et Cancún où les autorités locales ont décidé d'agir au nom de la défense de la santé mentale des enfants. Voy a darte el doble, pero pa' que me odies y con ganas de no haberme conocido, voy a ser tu peor. Dans le passé, le Mexique a déjà tenté plusieurs fois de légiférer contre ces musiques glorifiant le trafic de drogue, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Tentative d'autant plus illusoire aujourd'hui avec la diffusion virale de la musique via les réseaux sociaux sur un marché musical de plus en plus globalisé. Le président mexicain lui-même, Andrés Manuel López Obrador, s'est exprimé sur le sujet récemment. Il se défend de vouloir censurer la musique des jeunes, mais il rappelle que la lutte contre le narcotrafic est une priorité nationale. La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente. Alors pour toucher la jeunesse, le gouvernement mexicain a choisi d'employer les mêmes outils avec cette chanson postée sur les réseaux et qui entend mettre en garde contre les dangers du fentanyl, cette drogue chimique devenue un véritable fléau. Merci Cyril Sauvageau, à lundi prochain. Merci à vous. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h d'Hélène Philly. Et puis le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef de ce 18-20. Ce soir, toutes les bonnes raisons d'espérer de cette nouvelle année. Eh bien moi aussi, je suis venu avec de la musique. Écoutez ça, Christelle.
Je suis le soleil, je suis le nouvel an, je suis la pluie, je suis le nouvel an. Il y a 30 ans, cette histoire, les Breeders chantaient ça. L'album est ressorti récemment. Alors je fais peut-être un contresens, mais on peut prendre ce morceau comme une bonne bouffée d'énergie, une bonne bouffée d'optimisme. C'est notre guide survie en 2024. C'est ça le téléphone sonne de ce soir, ou si on positive, notre guide pour surmonter la crise, les prises de tête, les polémiques, surmonter nos défis. Je pense aux défis climatiques. Il y a des raisons d'espérer. Nos invités ont des solutions. On attend les vôtres et on attend vos questions. Et un seul numéro, bien sûr, le 01 45 24 7000. C'est le même pour WhatsApp. Ah oui, absolument. Messages vocaux. Et les messages vocaux, à tout de suite.